Bonsoir, vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est le monde réel et il est 19 h. Je rappelle, petite annonce, la revue, bien sûr, cette revue, une semaine de gratuité, que ce soit dans sa version numérique ou sa version papier, ce qui vous donne accès à une semaine de gratuité, et cette semaine de gratuité vous donne accès à des formations en ligne sur la décentralisation financière. En ces temps qui courent, c'est à y réfléchir. La boutique est ouverte, voilà, la boutique des produits dérivés de Géopolitique Profonde, dont le mug, il ne faut pas avoir peur du camarade Borowski. Moi, je me contente d'un mug, et c'est de l'eau, évidemment, à 19 h. On fait attention avant l'apéro du soir. Vous pouvez cliquer systématiquement, tous les liens sont en description, sous la vidéo. Et dans une semaine maintenant, jour pour jour, GPTV est à l'origine de cette soirée Géopolitique Profonde, avec un grand nombre de médias associés, avec lesquels nous avons organisé cette rencontre entre vous, entre nos principaux invités, ceux que vous appréciez, et puis les équipes. Donc vous avez Radio Courtoisie, vous voyez, donc je m'en enorgueillis, évidemment, Campagnol, TVL, Nexus, Putsch Média, le Salon Beige, Stratégica, et j'en passe, le Cercle Leteria, gage de sérieux s'il en est, comme le nouveau conservateur. Très bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui est apprécié particulièrement par les équipes de Géopolitique Profonde, c'est Thierry Messant. Bonjour Thierry, et bienvenue. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans ce monde réel. Je pense que s'il y avait un moment pour vous donner la parole, et vous la prenez dans d'autres médias bien évidemment, c'est actuellement. J'ai envie de dire que l'auteur de cette effroyable imposture, qui a été vilipendée, on vous a absolument tout fait, je crois. En France ? En France. En France, évidemment. Et là, nous sommes ce mandat justement, médias francophones. Donc, je pense qu'il est autant aujourd'hui, peut-être, de réévaluer tout cela à l'aune de tout ce que nous découvrons. Tous les scandales que à la fois Trump et Musk, au travers le Doge, est en train de mettre en exergue, on le voit, l'USAID. Tout ce que finalement les dénoncer les pseudo-complotistes et qui se révèlent être exact. Oui. Donc, moi, je me suis intéressé au 11 septembre, le jour même, comme tout le monde, et j'ai eu la certitude, dès le premier jour, que ce que je voyais était une sorte de mise en scène. Mais le seul qui l'a dit ce jour-là, sur New York One, le jour même, dans l'après-midi, c'est un promoteur immobilier, un certain Donald Trump. Alors, et ça ne vous avait pas échappé ? Non, ça ne m'avait pas échappé, non. Mais bon, cet homme s'exprimait en tant que promoteur immobilier. Il disait cet effondrement des tours, c'est tout à fait anormal, ça ne tient pas la route. Évidemment. Bon. Alors, lui, à l'époque, ne faisait pas de politique, quoique une douzaine d'années plus tôt, il avait publié dans des grands journaux une page de publicité contre le système de libre-échange auquel on assiste aujourd'hui. Ah oui. Oui. Voilà. Mais lui, il était démocrate, il n'était pas républicain. Et puis après, il s'est intéressé au Tea Party. Donc en fait, il cherchait l'endroit où il pouvait faire de la politique avec des gens qui comprennent ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais il n'a pas trouvé ça. En fait, il a progressivement constitué une équipe autour de lui, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes. Il a dû en changer plusieurs fois. En fait, pendant son premier mandat, alors bon, je signale, en 2005, j'ai organisé un grand congrès, une conférence à Bruxelles, dans les locaux du Premier ministre, et j'avais demandé qu'il y ait Donald Trump. Finalement, c'est un de ses avocats qui est venu, mais il y avait plein de personnalités politiques, de très hauts... Des chefs d'état-major, etc. Il y avait le chef d'état-major de la Fédération de Russie ce jour-là. Il y avait Bref. Et j'avais dit, on va faire
se mettre d'accord sur le discours qu'on peut tenir face aux néoconservateurs qui nous assènent que non, c'est Al-Qaïda qui a organisé ces attentats. Ouais. Alors, donc, pour faire vite, lorsqu'il arrive au pouvoir pour son premier mandat, il est entouré notamment d'un conseiller de sécurité, le général Flynn, qui a expliqué que Al-Qaïda, c'est pas ce qu'on croit. Alors bon, on va en savoir plus d'ailleurs dans les prochains jours. Mais voilà, Al-Qaïda, c'est pas ce qu'on croit. Vous savez qu'après, il y a eu Daesh, qui n'est pas du tout ce qu'on croit. Et la meilleure preuve, c'est que le numéro 2 de Daesh est aujourd'hui le président autoproclamé à titre intérimaire de la Syrie. La Syrie, absolument. Ouais. Donc, on peut être très méchant ou très gentil d'un jour au lendemain. C'est fou, hein. On peut devenir un djihadiste modéré qui égorge modérément, faut-il croire. C'est ça, absolument. Donc on voit bien que c'est un jeu d'ombre chinoise qu'on se moque de nous dans cette affaire. Et ça y est, je pense que des personnes comme Tulsi Gabbard, et elle a été validée, ça y est, il y a quelques jours, eh bien, vous avez Kash Patel pour le FBI, vous avez Robert Kennedy Jr., ça y est, tous validés, je crois, à l'heure qu'il est, qui tiennent un discours où, en effet, ils disent exactement ce que vous dites. Oui. Alors, ce qui est très curieux, c'est que quand Donald Trump a commencé son premier mandat, il a fait pendant 15 jours ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ça n'a duré que 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, il y a eu un tel tollé qu'il a été obligé déjà de se séparer des quelques personnes qui avaient vraiment de la carrure autour de lui, dont son conseiller de sécurité, qui a été même emprisonné, tout ça. Enfin, ça a été toute une histoire invraisemblable. Et qui aujourd'hui organise, le président de Géopolitique Profonde est allé à une de ces cérémonies. Il organise des cérémonies à Mar-a-Lago, comme quoi il est revenu en grâce. Hein, c'est le oui, bien sûr. Mais il n'était jamais... Chez les Trump, non. Il n'était jamais sorti de l'esprit de Trump. Alors, ce qu'il avait fait, c'est que l'un des tout premiers décrets de Donald Trump dans son premier mandat, ça a consisté à enlever le directeur de la CIA et le chef d'état-major interarmes du Conseil national de sécurité. Ah oui. Donc il disait clairement l'empire américain, je veux y mettre fin. Et ça a été... Donc une semaine, évidemment, lui a pourri le mandat avec la soi-disant intervention des Russes. Voilà. Après, il y a eu tous les épisodes que l'on connaît, et puis 4 ans de désert pendant lesquels il s'est préparé à faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais cette fois-ci en pleine connaissance de la manière dont ça allait se passer. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Et donc... pour ce qui concerne, on va dire, on a 2 volets actuellement qui tiennent la corde, c'est-à-dire évidemment l'aîné. Et d'ailleurs, étrangement, les 2 sujets sont abordés en Arabie Saoudite, à Riyad, c'est-à-dire au Proche-Orient. Donc, d'abord, il y a le rapport finalement avec la Russie. Oui. C'est-à-dire que, en plus, il y a 10 ans entre l'effondrement du mur de Berlin et le 11 septembre. Mais c'est les 10 ans de mise en place, justement, d'un ordre mondial. Et moi, j'aimerais vous questionner, Thierry Messant, justement, sur la façon dont cet ordre mondial, Trump, au travers, entre autres, le règlement du conflit ukrainien, est en train de le dynamiter. Alors, cet ordre mondial, il a plusieurs aspects. C'est d'abord un système militaire. Donc, on a vu... au Proche-Orient, on a vu des guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen. Bon, tout ça, ça a été préparé longtemps à l'avance. Et quand on a fait chacune de ces guerres, on nous a expliqué non, pas du tout, il n'y a aucune préparation dans tout ça. Ce sont des affaires purement internes de ces pays qui font qu'il y a ces guerres. Alors on nous a raconté qu'il y a quelques pays qui allaient échapper à la guerre parce qu'il y avait un printemps arabe. Voilà. Et tout ça, ça se mélangeait dans nos têtes, donc on n'y comprenait pas grand-chose. Ça fait partie de l'imposture, de l'effroyable imposture. Non, c'est-à-dire que... ce qu'on n'a pas compris tout de suite, c'est que les guerres, c'était un plan des États-Unis, alors que les printemps arabes,
sans guerre, c'était un plan du Royaume-Uni. C'est la reprise de ce que le Royaume-Uni avait fait avec la grande révolte arabe de Laurence d'Arabie. Oui, oui. Voilà, la même chose exactement qu'ils ont refait dans d'autres pays. Et au lieu de mettre au pouvoir la secte wahhabite en Arabie saoudite, il s'agissait de mettre au pouvoir la confrérie des frères musulmans dans plusieurs pays. C'est ça. Mais les États-Unis, eux, avaient l'idée qu'ils allaient gouverner l'ensemble du monde, et pour cela, ils allaient rendre obligatoire pour toutes les économies développées de se fournir en matières premières en passant par l'armée des États-Unis, et pas autrement. Donc, ils avaient un projet qui consistait à détruire la totalité des institutions politiques dans l'ensemble du Grand Moyen-Orient. Donc ça devait aller depuis le Pakistan jusqu'au Maroc et jusqu'à la Somalie. Oui. Bon. Donc ils n'ont pas fait tout ça, mais ils ont commencé à faire ça et à massacrer le plus grand nombre de gens possible. Il fallait que tous ces territoires puissent être exploités par des multinationales sous le contrôle de l'armée des États-Unis et que personne ne puisse rien dire. Donc ça a plutôt bien marché, puisque ici en France, personne n'a compris ce qui se passait. On a toujours dit « Ah, mais je sais pas, la Libye, c'est parce que Kadhafi est fou. L'Irak, c'est parce que Saddam Hussein est un dictateur, etc. » Bon, alors, peut-être y avait-il certaines excuses qui avaient un fond d'authenticité, mais ça n'était que des excuses. Et alors, il y a un deuxième aspect, qui est donc l'aspect économique et financier. Et donc là, c'est la globalisation que nous avons connue, mais qui ne concerne que certains États. Et la chose qui n'a pas été avec ça, c'était vraiment le programme des démocrates et des républicains aux États-Unis. Gouverner le monde de cette manière. Cependant, il y a un petit groupe qui est connu ici comme étant les néoconservateurs. J'aime pas trop cette expression. Je pense, moi, que ce sont les disciples d'un philosophe qui s'appelle Léo Strauss, qui était un ancien fasciste allemand qui s'était réfugié aux États-Unis parce qu'il était persécuté par les nazis, parce qu'il était juif. Alors, être fasciste et juif, c'est possible, mais être nazi et juif, c'est assez difficile. Donc voilà, il s'était réfugié. Il paraît qu'on a ça en Ukraine aujourd'hui. Oui, on a ça en Ukraine, oui. Donc il s'était réfugié là. Et cet homme a une certaine descendance. Bon, alors il y a des gens qu'il a formés lui-même, comme Paul Wolfowitz, qui était le numéro 2 du secrétariat de la Défense au moment du 11 septembre. Mais il y en a d'autres qui se sont agrégés depuis parce que le temps passe et qu'ils n'ont pas tous pu connaître le maître. Le maître à penser. Et donc, voilà, ces gens-là ont mené une opération particulière en Ukraine. Parce que leur obsession, c'est de détruire la Russie. Alors, la Russie, l'Union soviétique, ils ne font pas la différence. Non. Pour eux, tout ça, c'est pareil. Ils ne voient pas que ce n'est pas du tout le même pays en termes de territoire et que ce n'est pas non plus la même idéologie du tout. Mais peu importe. Donc, ils ont monté une opération en Ukraine en s'appuyant sur les anciens collaborateurs des nazis en Ukraine, c'est-à-dire les nationalistes intégraux, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ils s'appelaient comme ça d'ailleurs en référence au nationalisme intégral en France pendant l'entre-deux-guerres. Hein. Donc, oui, très bien. Oui. Donc, ces nationalistes intégraux, c'est les disciples de Donsov, qui n'a jamais été traduit en français, ni dans aucune langue accessible. Aucune langue accessible dans les caractères romains, vous voyez. Il n'existe que en ukrainien et en russe. Avec des caractères cyrilliques. Voilà, en caractères cyrilliques. Donc lui, il a expliqué qu'il était le descendant des Vikings, de la communauté des Varegs, et qu'il allait
renverser les moscovites, il allait tuer tous les moscovites. Voilà. Donc pendant la guerre mondiale, ces gens ont commis des massacres absolument abominables. Hein, bon. Alors, on cite toujours le fait qu'ils ont dû tuer au moins 1,5 million de Juifs en Ukraine, mais ils ont tué la population ukrainienne, oui. Pas seulement les Juifs, hein, ils ont tué des millions d'Ukrainiens. D'ailleurs, ce qu'on appelait les pogroms n'était pas à l'origine directement et uniquement dirigé contre des populations juives. Hein. Non, non, bien sûr. Donc ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent l'armée ukrainienne et c'est eux qui ont mis au pouvoir M. Zelensky, qui là est leur petite marionnette en fait. Hein. Alors, M. Zelensky, il est vécu comme étant un grand résistant ici, mais la vérité, c'est ce qu'a dit Donald Trump il y a quelques jours. Non, c'est un dictateur non élu, parce que son mandat s'est terminé au mois de mai dernier. Il n'y a pas eu d'élection parce qu'il a décrété la loi martiale, mais il lui suffirait de lever la loi martiale pour qu'il y ait des élections. Donc lui, il ne veut pas lever la loi martiale. C'est donc bien un dictateur. Et c'est tellement un dictateur qu'il a fait interdire les 11 partis politiques d'opposition et il a fait brûler des millions de livres. Ah oui, lui aussi, tiens. Oui, des millions de livres. Alors, ils avaient le projet de brûler 11 millions de livres, mais ils n'y sont pas arrivés. C'est quand même beaucoup. Donc, ils brûlent tous les livres qui ont été imprimés en russe ou imprimés en Russie ou imprimés alors qu'ils contiennent des œuvres russes. Donc, si vous voulez un livre de Pouchkine, vous ne pouvez pas le trouver en Ukraine. Hein, ou Tolstoï, voilà. Dostoïevski. Bon, voilà. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec la Russie actuelle, mais c'est pas grave, c'est russe, et dans leur esprit, il faut détruire tout ce qui est russe. Donc voilà, cette idéologie nous a contaminés depuis 3 ans. Vous savez que maintenant, il y a une société secrète qui est organisée par ces gens-là, qui s'appelle l'ordre Centuria, qui est installée dans l'armée ukrainienne, mais qui, avec l'OTAN, s'est diffusée dans les armées de l'OTAN. Et ici même en France, il y a des unités, des chapitres de cet ordre Centuria. Et il y en aurait même à l'intérieur de la gendarmerie française. C'est quelque chose de viral, comme vous le dites. Oui, c'est quelque chose de viral, mais c'est quelque chose de vraiment... C'est vraiment une idéologie nazie, ça n'est pas autre chose. Et qu'on ne se trompe pas là-dessus. Hein. Quand je parle de nazisme, je parle d'une idéologie, d'une hiérarchie raciale. C'est de ça dont je parle. Donc, qui a infiltré jusqu'à la gendarmerie, une partie de la gendarmerie française. Alors, moi, je n'ai pas pu le vérifier par moi-même, mais on me dit que ça existe et je suis absolument prêt à le croire parce qu'il y a eu des contacts qui laissent à penser que oui, ça s'est développé. Donc, l'ennemi est chez nous aujourd'hui. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.